Est-ce qu'il y a une URL à indiquer ou des informations? D'accord, ils ont déjà été orientés. Bonjour, le son est parfait, mais c'est formidable. Merci, Hélène. En chat. Très bien. Alors, si vous le souhaitez, Bassem, Nicolas, Stéphanel, vous pouvez vous présenter, même prendre la parole, en activant votre caméra et votre micro. Il ne faut pas hésiter. On va commencer à discuter ensemble et je vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour Bassem. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je suis avec Simplon. J'assiste à ce forum pour prendre un peu des retours sur les expériences des gens qui ont déjà été des alternants et aussi pour avoir des retours d'expérience et des échanges avec que ce soit des tuteurs ou les chefs d'entreprise, puisque moi je serai en alternance à partir du 1er juin. Ok, merci, merci Bassem. Je vois Anthony aussi. Bonjour Anthony. Bonjour. Moi, je suis également en formation à Simplon. Je suis actuellement à la recherche d'une alternance en tant que développeur data IA. Voilà, bon, je me suis pris un peu tard, du coup là je suis en pleine recherche. Et ben voilà, c'était un petit peu pour avoir des informations sur des questions qu'on n'ose pas forcément poser lorsqu'on passe un entretien. Voilà, notamment parce que ce matin, on a parlé beaucoup des jeunes qui étaient en alternance, mais pas trop des moins jeunes. Donc, on va parler des moins jeunes. De toute manière, c'est un vrai sujet. Et il n'y a pas d'ostracisme. J'ai un peu plus de 25 ans, donc je vais pouvoir aussi donner un regard orienté là-dessus, bien sûr. Merci Anthony. Bassem, Anthony, Nicolas, est-ce que Nicolas ou Hélène, vous voulez vous présenter rapidement, nous dire quelles sont vos préoccupations? Alors, Hélène, oui, ça a l'air de marcher. Alors, si tu nous parles, Hélène, on ne t'entend pas. Je me permets on se tutoie si ça vous va. Hélène, on n'a pas de son pour toi. Là, vous m'entendez? Mais oui, voilà, ça y est, on entend le son de la voix d'Hélène. Bienvenue, Hélène. C'est à cause de mon casque, je n'avais pas activé ma petite manette, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Exactement. Non, là, je suis là parce que je prospecte pour une alternance de développeur web. Et à mobile, je suis à la plateforme de Marseille. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de glaner des contacts auprès des entreprises, mais également des expériences auprès de personnes qui ont eu ces expériences-là. Et voilà. Et en même temps aussi, je cherche aussi des idées de projets pro pour ma fin d'année. Voilà, tout simplement. Parfait. Tu nous redonnes ton parcours, là. Tu parles de développeur, tu es en formation ou quel est ton… Oui, en fait, je suis en reconversion dans le sens où, j'ai d'abord un cursus universitaire d'historienne avec un master 2 et je me suis orientée vers le dev web parce que je suis une passionnée d'informatique et de nouvelles technologies et j'ai envie de participer à la construction de sites web et d'exprimer ma créativité dans ce domaine. Voilà. Très bien.
Alors, Bassem, maintenant qu'on a un son un peu meilleur, si tu veux, je te propose de nous refaire un petit pitch en 10 secondes, nous dire qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu recherches. Bon, bonjour. Donc, moi, je suis avec Simplan, donc en reconversion professionnelle D'accord. en tant que développeur intelligence artificielle. Euh, je vais assister à ces forums, donc, comme je dis, pour avoir un peu de retour d'expérience sur surtout la première partie d'intégration comme alternant dans une entreprise. Donc, comment je devais me comporter, qu'est-ce que les attentes des métiers ou de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que j'assiste à ces forums. Ok, c'est parfaitement clair. Tout à l'heure, on ne t'entendait pas si bien que ça. Donc, ça va. Est-ce que vous voulez qu'on oriente la prise de parole sur un sens particulier? En fait, j'interroge des yeux mon camarade Vincent qui est sur le côté. D'accord. Alors, est-ce que l'un d'entre vous a envie de poser une question précise? Alors, on est en mode atelier. Je pense que l'idée, c'est qu'on travaille, on voit des questions pratico-pratiques. Il ne faut pas hésiter à ce qu'on s'attache à un détail, à savoir, je ne sais pas, quelle information est indispensable ou comment exprimer ceci ou cela, de quelle manière prendre contact avec votre future entreprise alternante. Je vous écoute, n'hésitez pas à poser vos questions. Je prends la parole du coup. Oui, vas-y, c'est Nicolas, je moi, crois, c'est ça? j'avais une question qui est peut-être assez simple, mais en fait, il y a pas mal d'offres qui sont des offres en CDD sur des postes qui correspondraient. Et nous, on doit, dans le cadre de la formation, trouver une alternance qui n'est pas le même type de contrat et qui nécessite un tuteur. Comment on aborde ce sujet-là avec l'entreprise? Déjà, est-ce qu'on le met directement dans la lettre de motivation ou est-ce qu'on... Enfin oui, je suppose qu'il ne faut pas leur laisser la surprise pour après. Tu parles du point d'avoir une offre ou de trouver un job en alternance et que ce soit un CDD, c'est ça? Ça te pose un problème que ce Non, soit en parce qu'en fait, CDD? si je réponds, j'ai trouvé là notamment des offres où ils recherchaient un CDD en fait et pas un alternant. Donc comment je me positionne par rapport à ça? Donc là, tu ne cherches pas une alternance, tu cherches un CDD. Comment Non, tu je veux cherche une alternance et en fait, il y a des Ah, et offres pas qui un CDD. correspondent. Voilà, où D'accord. ils cherchent un junior en CDD. Donc, je me dis que ça pourrait correspondre. Ok. Sauf que le Alors, contrat de travail n'est pas le même. Donc, voilà. Alors, normalement, la formule d'alternance est plus intéressante pour l'employeur, pour l'entreprise qui recrute. Néanmoins, si l'entreprise a choisi de recruter en CDD et non pas en alternance, ça peut être par rapport au premier point clé du job qui concerne les résultats attendus et les compétences nécessaires pour obtenir ce résultat. Est-ce que, Anthony, ça te paraît cohérent? Oui, ça me paraît tout à fait cohérent. Ouais. D'accord. Alors, ce que je crois qu'il faut que vous fassiez, et j'hésite pas à dire il faut, mais ça me semble intéressant dans votre approche de bien retenir ce point, c'est que votre première approche justement sur un job par rapport à votre recherche, c'est de savoir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez proposer à l'entreprise et justement d'analyser de manière très précise quels sont les attendus de cette entreprise. Alors, les entreprises, et là, je vous indique qu'il y a un biais qui est important, les entreprises ont tendance à parler des jobs sous forme de mission, de descriptif de poste, de tout un tas de caractéristiques, en fait, qui sont parfois assez éloignées des résultats attendus. Si vous faites ce travail de digérer l'annonce, de comprendre le business model de l'entreprise ou ce qui est attendu, parce que ce n'est pas toujours du business, mais ça peut être du développement, vous pouvez vous mettre à la place du recruteur. Et ça, c'est un point clé à retenir, se mettre vraiment dans les chaussures du recruteur, se mettre à sa place et se demander quels sont les résultats attendus. Les résultats attendus, un résultat, c'est quelque chose qui est mesurable.
Donc, mesurable, ça veut dire qu'on peut mettre un temps dessus, une évaluation de quantité, de quantité de travail, de budget, de jours de développement, si c'est du dev. Et ça vous permet d'avoir l'information clé quasiment stratégique pour éventuellement, Anthony, j'essaye de répondre précisément à ta question, d'y aller en biais peut-être, mais de contacter quelqu'un en disant, voilà, vous attendez, alors imaginons Anthony, tu as vu une annonce pour un poste, vous voulez recruter je ne sais pas quoi, moi, développeur PHP. J'ai cru comprendre ou j'ai compris que les résultats que vous attendez, c'est, alors par exemple, la mise en production d'une nouvelle version de tel ou tel logiciel. Alors là voilà, il y a un élément d'enquête à avoir. Ouais. Eh ben, moi, je peux vous proposer de le faire. Si tu imagines être capable de relever le défi et d'atteindre les résultats, c'est donc de changer l'axe de conversation sur le poste pour se baser sur les résultats. Donc, en face de toi, au lieu d'avoir quelqu'un qui dit une mission, un contrat, etc., ce qui sont des éléments qui viennent après, on ramène la conversation sur les résultats attendus. Est-ce que ça te semble envisageable pour les situations que tu as vues? Oui, tout à fait. En fait, c'était justement parce que l'offre correspond pas parfaitement, mais pratiquement parfaitement à ce que j'attends, à ce que j'ai envie de faire, et d'autant plus que voilà, j'arrive à ressortir certains éléments qui voulaient que je mette en place, et je me sens tout à fait apte à le faire, quoi. Donc, du coup, voilà, ma question, c'était comment me positionner pour, et vous y avez répondu, enfin, comment me positionner par rapport à cette divergence d'attente au départ, sous la forme d'un type de contrat. Voilà. Ouais, c'est une clé très importante. Et d'ailleurs, c'est valable même dans les cas plus communs, plus généraux. C'est d'avoir une focalisation, de se concentrer sur les résultats attendus. En fait, ça va tout changer dans votre relation avec un éventuel employeur ou oui, en alternance, c'est aussi un employeur. Ça va tout changer parce qu'en fait, vous épousez, vous collez aux attentes de la personne qui est en face de vous. Elle a fait en fait un travail d'établir une fiche de poste, un descriptif de mission, mais souvent les éléments de résultat manquent. Alors qu'en fait, c'est sa motivation profonde, quoi. Si vous faisiez de la user experience, du design thinking avec lui, et que vous alliez sur l'empathie, c'est de trouver les ressorts qui motivent ou qui le freinent parfois à recruter. Et donc, ça vous donne un avantage concurrentiel très, 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 très important. D'accord. Merci. Anthony, c'est ce que tu vas faire? Oui, c'est ce que je vais faire. D'accord. Est-ce que tu sais chiffrer ces résultats? Tu as une idée Parce qu'il ne faut pas mettre trop de résultats. Est-ce que tu as une idée de 2, 3, éventuellement 4 résultats que tu peux proposer, enfin que tu sais quantifier pour cet employeur? Quantifier en termes enfin, est-ce que je sais quantifier les résultats qu'il attend, ou est-ce que c'est par exemple? le temps qu'il va me falloir pour avoir ces résultats-là? Ouais, c'est une bonne idée. Et est-ce que tu sais décrire par rapport à ce temps le projet en termes de nombre de jours de développement ou de personnes à animer dans une équipe projet ou un budget? Ben, il faut que j'y réfléchisse un peu plus, on va dire, Ouais. parce que là tout de suite comme ça. Ok, alors j'en profite quand même. Je te donne 3 clés pour parler de manière très synthétique d'un projet. Ça peut être avec tous les interlocuteurs d'une entreprise. Les 3 clés que tu peux retenir et que n'importe qui peut retenir pour décrire un projet en quelques mots, c'est l'équipe, c'est-à-dire quelles sont les ressources humaines nécessaires à l'accomplissement d'un projet. Donc ça peut s'exprimer en heures, en jours, en mois, en nombre de personnes. Donc c'est les personnes. Ensuite, ça peut être le budget. Est-ce qu'on a besoin d'argent ou financer le projet, ou voilà, ça peut être le budget. Ou d'autres moyens, ça peut être des tonnes de charbon ou je ne sais pas quoi, mais les moyens matériels. Et le troisième, c'est le temps.
Et quand je vous ai dit ça, ça paraît une évidence. L'équipe, le budget, le temps, ce sont les 3 dimensions de quantification d'un projet. Je peux vous dire que quand vous dialoguez avec un chef d'entreprise et que vous l'emmenez sur ce terrain-là, il ressent un confort intellectuel qui est extrêmement important parce que au lieu d'avoir un descriptif de mission et puis se dire à quoi je vais l'occuper ou des choses comme ça, il se dit bon, on est focalisé sur l'atteinte de cet objectif, de ces résultats. OK ? N'hésitez pas à poser vos questions en chat sur le côté pour préparer la question suivante. Hélène, Bassem, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont avec nous en déroulant la petite flèche bleue à droite, mais il y a du monde. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole pour vous présenter et poser une question. Il faut vraiment profiter du temps qu'on a ensemble parce que je ne savais pas qu'il y avait, il y avait autant de monde et il faut prendre la parole. N'hésitez pas, je vous écoute. Posez votre question, même la plus terre à terre, la plus pratico-pratique. Alors, mon micro vient de me lâcher. Alors, je ne fais pas les réparations de micro, je suis désolé. Je vais lire la suite quand même. Un bac pro SEN, système électronique numérique, option réseau, puis un BTS. Là, je postule pour pour L3, MIAGE, développement web. Je ne sais pas comment dire que je suis poli, 10. Alors, en fait, ma question, c'est pourquoi le dire. Alors, je vous précise que j'ai une opinion sur le handicap qui est assez précise, étant moi-même gravement accidenté de ski, ayant un handicap physique. Pour ma part, et j'ai mis longtemps à le prendre en compte, de ne pas le prendre en compte, en fait. C'est-à-dire que peut-être que tu es dysgraphique ou dysphasique, voilà, mais en étant focalisé sur les résultats, il faut expliquer de manière claire comment tu peux contribuer au projet. Après, je dirais qu'il y a des manières discrètes de donner l'information, être adhérent d'une association et le mentionner sur son CV ou des choses comme ça. Mais par contre, revendiquer son handicap en tête, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. La personne en face de vous n'est pas informée, ne comprend pas. Il ne faut pas croire qu'elle peut comprendre très, très rapidement. Et le temps de lecture d'un CV, le temps de lecture d'une lettre de motivation est extrêmement court. Donc, je vous conseille de pitcher sans mettre en avant d'éventuels handicaps ou questions 10. Voilà, alors c'est une réponse un petit peu tranchée que je vous fais. J'imagine bien que, enfin, pour ma part, si je postulais pour un job pour faire du patin à glace, c'est foutu et je ne le ferai pas. Enfin, vous voyez l'image. Hein. Mais si vous êtes adapté dans une certaine partie au job et que vous pouvez revendiquer, comme je viens de l'expliquer, une atteinte de résultats, de vous aligner avec les objectifs de l'entreprise, il faut vous focaliser là-dessus et traiter les questions d'intendance en deuxième ou en troisième plan. Est-ce que Nicolas, cette réponse te satisfait ou est-ce que tu la comprends? Et j'accepte la contradiction. Au contraire, même, il ne faut pas hésiter. D'accord. Comment tu approches les entreprises là aujourd'hui? Donc, Nicolas indique dans le chat qu'il comprend ce que je viens d'expliquer, donc de ne pas arriver avec ces questions d'éventuels handicaps, appelons ça comme ça, en tête. Comment tu approches les entreprises aujourd'hui? N'hésitez pas pour les autres participants à poser votre question par avance dans la partie de discussion. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, on continue avec Nicolas, si Nicolas, tu veux. Ou prenez la parole. N'hésitez pas, vous allumez votre caméra, vous allumez votre micro, vous faites coucou et on discute. Alors, Anthony, Hélène, Bassem, on vous a déjà vu. Traoré, Nicolas, Caroline, Dan, n'hésitez pas. Julien, Joshua, Sassia, Roger, go, c'est à vous.
J'ai pas de questions, désolé. Joshua, tu n'as pas de questions? Oui, j'écoute. Ah bon, sinon j'allais te dire de sortir, mais c'est une plaisanterie, hein. Mais reste avec nous, c'est intéressant d'écouter. Alors, Amina, Saad, Julie, n'hésitez pas à prendre la parole. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous recherchez. Traoré. Oui, bonjour. C'est par rapport à dans ma recherche d'alternance, j'ai l'impression que mon âge, qui est de plus de 30 ans, eh bien, est peut-être un défaut pour retrouver une entreprise. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire valoir, justement, que ça devienne plus un avantage plutôt qu'un inconvénient? Alors, recule, Traoré, si c'est bien ton prénom, est-ce que tu peux reculer un tout petit peu ta bouche du micro? En fait, tu nous dis qu'ayant 30 ans, comment transformer ça, enfin l'âge, en avantage, c'est ça? Oui, effectivement. Okay. Bon, alors j'ai compris. Je suis ravi. Merci de ta question, Traoré. C'est une question clé parce qu'en fait, on vient de parler de dysphasie ou de dyslexie. Et l'âge dans notre beau pays est souvent considéré comme un handicap. N'ayons pas peur des mots. Alors, d'abord, je vous précise que c'est tout à fait injuste et même il est interdit, au même titre que le sexisme, de faire de l'agisme. Il est interdit de mentionner sur une offre d'emploi et de baser le recrutement sur un genre ou sur un âge, sauf dans certains métiers, si c'est pour être mannequin ou voilà. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'ayant 30 ans, votre âge est un atout? Alors, dès qu'on se pose la question comme ça, on peut se dire quelles sont les qualités liées à l'âge. Alors, il y a plusieurs qualités qui peuvent être liées à l'âge, ça dépend des jobs, mais si vous postulez pour des jobs en col blanc de développement, etc., vos performances physiques ne rentrent pas en ligne de compte. Et puis en plus, à 30 ans, vous pourriez avoir des qualités athlétiques très intéressantes. Ce n'est pas la question. Qu'est-ce que vous donne l'âge? L'âge vous donne de l'expérience. Donc ça peut être intéressant, mais il faut transformer ça en compétences professionnelles. Traoré, si tu peux parler encore, là, est-ce que tu peux me dire, à ton avis, quelles sont les compétences ou les atouts qui sont liés à avoir 30 ans? Vous m'entendez bien là? C'est pas trop fort? Ça va, mais en fait, c'est surtout que c'est très bas, ça va oui. dans les basses. Donc, si tu recules un peu du micro, ça va aller mieux. Oui, qu'est-ce que tu mets comme avantage ou comme compétence que tu as pu acquérir à 30 ans? Et là, c'est peut-être mieux. Oui, voilà. Super. Oui, non, c'est surtout le fait, bon voilà, je viens de voir, c'est la maturité, tout ça. Il y a aussi le fait d'être passé par pas mal d'endroits, pas mal d'entreprises, pas mal d'expériences qui m'ont permis du coup de savoir ce que je veux et d'être vraiment, on va dire, focalisé et de savoir où je veux aller. Alors ça, c'est pour orienter ta recherche. Mais est-ce que la personne que tu as en face de toi qui te propose un job va considérer ça comme un point qui fait vraiment la différence? Non, pas forcément. Mais c'est vrai que le nombre de... Alors, je poursuis parce qu'en fait, j'ai une petite idée de là où je veux t'emmener. Qu'est-ce que tu as appris de plus qu'une personne de 25 ans ou de 20 ans en termes de compétences, hard skills, de compétences professionnelles? C'est tous les échecs qui ont fait de moi un expert. Ok, ouais, c'est vrai. Mais ces échecs ont pu t'enseigner quoi? Quelle discipline? Quel savoir-faire? Savoir manipuler un programme, savoir faire des choses que un jeune, peut-être quelqu'un qui est jeune diplômé ne sait pas faire. D'accord. Donc là, tu es en train de commencer à lister des éléments factuels qui permettent de sortir d'un échange sur l'âge. La question, c'est plus quel est ton âge. La question, c'est quelles sont tes compétences ou ton expérience. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc en fait, d'abord, je vous précise qu'il ne faut pas mettre votre âge ni votre adresse sur vos CV. Et il faut mettre votre zone de recherche, évidemment, mais
l'adresse, comme le genre, comme l'âge sont discriminants et ne doivent pas servir de base à un recrutement, la personne en face de toi ne sait pas forcément que tu as 30 ans. Ah d'accord, je savais pas. Et oui, ça c'est un élément clé. Hein. Je me suis pas présenté, mais en fait, mon métier, c'est recruteur. Je recrute pour des métiers du digital, pas pour du développement, pas du côté technique, mais beaucoup pour du marketing digital, marketing produit ou marketing acquisition et fidélisation dans le domaine du digital. J'ai beaucoup d'entretiens chaque semaine, c'est-à-dire c'est entre une quinzaine et une vingtaine avec des talents, des candidats, et l'adresse, l'âge et même le genre, quand je reçois des candidats du Canada, ne doivent pas figurer sur votre CV. Donc, évidemment, en reconstituant, je ne sais pas moi, les dates de diplôme, etc., on arrive à voir que tu as 30 ans, mais si tu mets en avant des compétences, on ne le voit pas. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de lister à 30 ans quelles sont tes compétences. Et puis, je vais aller droit au but parce qu'on ne va pas jouer aux devinettes. Une des compétences que tu as pu acquérir au travers de ton expérience, ça peut être, par exemple, une expérience en gestion de projet. Ça, c'est hyper important. Savoir gérer un projet et avoir échoué, oui, mais aussi avoir réussi, avoir des chiffres, des résultats. Des compétences humaines aussi. Des compétences humaines qui peuvent être sur deux plans, l'expertise renforcée ou le management d'une équipe, par exemple. Ça, ce sont des choses qu'on acquiert avec l'âge. Alors là, je suis en train d'essayer de te donner des exemples de points factuels qui font complètement sortir d'une problématique d'âge. La personne en face de toi va presque devenir, et en tout cas je le souhaite, et figure-toi qu'à 30 ans, c'est beaucoup moins beaucoup plus contournable qu'à 50, la personne va oublier ton âge et se dire il a la maturité pour conduire un projet. Il a la capacité à animer une équipe, même de manière transverse, hein, même sans avoir une expérience de manager. Je vois. Est-ce que c'est Labinia ton prénom ou Traoré ? C'est ça, Labinia c'est mon prénom. Labinia, pardon. Est-ce que Labinia, du coup, tu vois comment transformer ton approche et ton CV par rapport à cette question de 30 ans ? Ça m'aide énormément, merci. Merci. Je n'ai pas la pêche au compliment, hein, mais le point à retenir, c'est que vous sortez du sensationnel, de l'impression que vous avez l'impression de donner à un recruteur pour passer dans le factuel. Le factuel, c'est deux mots-clés que vous devez noter. Ce sont des compétences, donc des compétences de personnes de 30 ans ou plus. C'est la gestion de projet, c'est la stratégie, c'est l'expérience, par exemple, de la résolution de conflits, ça peut être ça aussi. Et derrière les compétences, il y a des résultats, ce sont des chiffres, des preuves. D'accord ? Alors, une jeune femme. Bonjour. À tout à l'heure, Labinia. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sassia et je voulais réagir par rapport à l'intervention de Labinia. Je pensais que quand on a 30 ans, on est encore jeune et on ne parle pas d'âge au-delà de, je ne sais pas, parce qu'on est senior normalement à partir de 45 ans ou de toute façon, l'âge, la compétence n'a pas d'âge. Parce que moi, j'ai l'âge de Labinia plus un quart de siècle. Et je ne considère pas que j'ai un problème par rapport à l'âge. Donc là, c'est quand on est normalement c'est vrai qu'on nous demande de plus en plus d'être jeune, de rentrer dans un moule, etc. Mais de l'autre côté, c'est la compétence. La compétence n'a pas d'âge. Et l'expérience aussi, ça peut faire la différence par rapport au fait qu'on est en mesure de gérer un projet, de gérer les conflits, de trouver des solutions en dehors des sentiers battus. Donc voilà, je voulais juste le rassurer que moi j'ai son âge plus un quart de siècle et je me considère pas comme âgée. Non, mais merci Sassia, c'est hyper important de pouvoir le dire et puis le prouver, quoi. C'est pas toujours une question d'âge. Moi, j'ai quand même un conseil spécifique à donner. Je peux vous donner mon âge. Je suis né en 65, donc vous voyez que j'ai 55 ans passés. La difficulté
réelle, concrète, qu'on a parfois avec des personnes plus matures, je ne dis pas vieilles ou anciennes, sur les jobs, c'est l'avantage de l'inconvénient, c'est parfois un peu de rigidité, un peu de difficulté à bien écouter la personne qui est en face de soi. Mais cette difficulté, en fait, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire que, quelle que soit votre recherche d'emploi, d'alternance ou quoi que ce soit, quand on parle compétences et résultats, le truc, c'est d'être en capacité de vraiment avoir la possibilité d'oublier son nombril, son besoin de remplir le frigo, de trouver un job, de faire quelque chose d'intéressant, de dire qu'on est 10 quelque chose ou qu'on boite ou je ne sais pas quoi, pour se projeter sur la personne qu'on a en face de soi. Parce qu'en fait, c'est une clé, c'est la connexion qu'on va pouvoir établir avec quelqu'un pour comprendre quel est son besoin. Et je pense que c'est une des clés à retenir, c'est-à-dire que quand je vous parle de compétences et de résultats, ce sont les éléments à donner pour établir un bon dialogue. Et c'est pour ça que l'approche de Sassia est intéressante. On voit l'énergie, on voit l'écoute, le sourire. Voilà, la mayonnaise, elle prend comme ça. Le recrutement, c'est une conversation. C'est vraiment la clé. C'est de discuter dans les événements professionnels, d'aller voir les gens, de s'informer. Voilà, écouter, c'est hyper important. Merci, Sassia. Tu es dans quelle formation? Tu cherches quoi? Moi, je cherche une alternance en tant que développeuse intelligence artificielle avec Simplon, Microsoft Simplon, Simplon Marseille. Voilà. Excellent. Et il y a une très forte demande? Il y a des débouchés importants? Pour le moment, vu la conjoncture, mais ça avance. C'est un peu compliqué, mais ça avance. Ok, très bien. Très bien, merci. À plus tard, Sassia. Alors, on a qui veut prendre la parole? Il ne faut pas hésiter. Pierre-Étienne, Virginie, Youssef. C'est assez facile. Vous appuyez sur prendre la parole, vous ouvrez votre caméra, votre micro, et on se retrouve à discuter tout de suite. En attendant, je vais meubler, mais je vais meubler utile. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'alternance, ce matin, il y a eu beaucoup d'échanges sur l'alternance qui étaient vraiment passionnants. Il y a beaucoup de points clés qui ont été remontés. Je voudrais mettre en avant quelque chose qui n'a pas forcément été beaucoup dit, qui est le fait que votre vie professionnelle, c'est une trajectoire. C'est un parcours. Et c'est un parcours qui peut être ascendant, parfois moins ascendant, mais en tout cas, c'est vraiment une trajectoire. Et l'alternance, c'est l'occasion de démarrer ou de compléter une trajectoire. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que très souvent, on voit un job comme un point de passage, même pour certains, un endroit où s'installer pour la vie, ça existe presque plus. Donc, il faut bien concevoir que cette trajectoire, elle est la rencontre de deux courbes. C'est votre trajectoire professionnelle, la vôtre, et celle de votre employeur. Pour une semaine, pour 6 mois, pour 10 ans parfois. Mais sur ce point de rencontre, il y a une offre et une demande. Et il faut vraiment considérer ce point-là. Et peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez discuté il y a 6 mois qui va vous proposer un job. Vous allez pouvoir semer des graines, vous allez pouvoir marquer votre territoire et activer votre réseau. Et ça, c'est hyper important parce que c'est donner une vue dynamique à votre job. Ce n'est pas le matin où on se dit, là, dans un mois, il me faut une alternance, j'y vais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut penser à l'avenir. Et même si vous avez un échec sur une candidature, par exemple, je peux vous le dire, puisque malheureusement, une grande partie de mon métier consiste à dire non. Je peux être clair, pour 2 recrutements que j'ai fait le mois dernier, j'ai dit non à plus de 60 CV. Donc, vous voyez le ratio. Plus de 60 personnes à qui j'ai dit non directement et sur peut-être 200 ou 300 CV que j'ai pu recevoir. Donc, le taux de non est très important. Mais
certains des noms que je reçois se traduisent par un petit mot en disant comment je peux améliorer ma candidature, ou alors j'ai vu un autre job proposé par votre cabinet, ou une demande d'information, et parfois il y a un dialogue qui commence comme ça. Mais c'est un dialogue léger, c'est un dialogue sans enjeu. Il n'y a personne qui me dit il me faut un job dans 15 jours, sinon je vais mourir. Moi, si on me crispe comme ça ne marche pas. Un recruteur non plus. Enfin, je veux dire, une entreprise qui recrute non plus. Mais ne perdez jamais une possibilité d'installer un dialogue léger avec un employeur. C'est ça la chance de l'alternance. Alors, Anthony, on l'a déjà entendu. Oui, il y a quelqu'un qui parle là. Non, inciter. 1, 2. Yo-yo. Non. J'ai entendu une voix. Ne sois pas timide. Pierre-Étienne. Bon, Rissali, sinon je peux prendre la parole. Oui, Bassem, on t'écoute. Parle doucement, pas trop près du micro. On t'écoute. Ok. Bon, en fait, moi, je voulais savoir quel est le moment idéal donc, pour prendre contact avec les tuteurs donc, à l'entreprise. Est-ce que donc j'attends la première journée où je vais commencer donc, durant le stage, ou je peux prendre contact avec lui avant donc, de commencer le stage? Et donc, c'est ça donc, ma question. Quel est le point de contact dans l'entreprise? Donc, le tuteur, donc j'ai son email. Oui, mais ta question porte, ou si tu peux la taper dans la partie discussion à l'écran, ta question porte sur quel est le meilleur point de contact dans l'entreprise? Non, l'instant. C'est donc l'instant, est-ce que je prends contact avec lui avant de commencer le stage, ou donc j'attends la journée où je vais commencer le stage? Je pense que bien sûr, c'est avant de commencer le stage, mais je pense que c'est même avant d'envisager de commencer un stage. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes sur des filières qui sont très techniques, donc vous n'êtes pas forcément sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas forcément un book, etc. Mais vous avez la possibilité d'échanger avec vos professeurs, avec des formateurs, avec tout un tas de monde qui eux-mêmes ont un réseau. On va vous demander et on va écouter en tant que recruteur pour comprendre quel est votre intérêt pour un secteur et quel est votre degré d'information pour un secteur. Est-ce que, Bassem, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire par là, est-ce que, par exemple, tu peux démontrer que tu lis la presse professionnelle ou que tu connais tel ou tel secteur? Tu vois, ça fait partie de ce qu'il faut pour pouvoir discuter avec un futur recruteur. D'accord, ok. Donc, le moment, c'est le plus tôt possible, en fait. Okay. Merci beaucoup. Non, mais c'est une réponse un peu bateau, peut-être, mais le meilleur moment, c'est le plus tôt possible, dans le sens où, je vais exagérer, mais à peine, parfois, ça se passe au lycée, quoi. Ça se passe en stage d'été. Pour ma part, ma spécialité, c'est le e-commerce. Je connais des gens qui ont travaillé au dépôt, qui ont fait de la logistique, même emballé des cartons l'été. Et 2 ans plus tard ou 4 ans plus tard, ayant fait une école, sont revenus voir leur employeur de stage d'été avec qui la confiance était établie. Même parfois, ils ont demandé des conseils pendant qu'ils étaient à l'école. Et voilà, la relation, la conversation s'est poursuivie et a débouché sur un job. Donc voilà, travaillez votre réseau. C'est hyper important, votre réseau. D'accord, merci beaucoup. Mais non, c'est moi, Bassem, je te remercie beaucoup. Alors, Flo, Pierre-Étienne, F comme François, Pache, Patowski, allez-y. Moi, j'ai une question. Saskia, le retour. Le retour, oui, c'est juste, je profite de cette occasion. C'est que en ce moment, moi, je suis plus à l'aise avec le contact quand les gens sont en face à face, etc. Il n'y a pas de souci. Mais actuellement, via les écrans,
ou aborder un recruteur, que ce soit pour un stage ou pour une alternance ou un emploi, passer via un écran, c'est pas évident. C'est vrai. Comment peut-on faire? Parce que je suis pas la seule dans cette situation. Et si on n'est pas, comment faire pour aborder justement les futurs recruteurs pour l'alternance? Quand on est justement jeune, plus de 30 ans, quand on n'est pas à l'aise avec le téléphone, quand on peut pas aller voir la personne, comment faire dans cette situation un peu spéciale? En faisant comme tu es en train de faire, c'est-à-dire à participer à des événements. Et il y a quand même pas mal d'événements virtuels. Et tu dis que tu n'es pas à l'aise, mais là, on est en train de discuter. Et voilà, ça ouvre des portes, ça ouvre des fenêtres, ça ouvre des points de vue différents. Donc, déjà, ça, c'est une bonne solution. Ensuite, je pense qu'on ne va pas tous rester enfermés chez nous toute la vie. Donc, les événements vont reprendre. Vous pouvez aussi penser que les échanges sont extrêmement nombreux sur LinkedIn. Alors, j'en profite. Sur LinkedIn, si vous indiquez que vous êtes en recherche d'alternance, je vais être très critique. Je vais faire mon père fouettard pendant 5 minutes. Mais si sur votre profil LinkedIn, on voit « Je cherche à tout prix une alternance, je suis prêt à faire n'importe quoi », ça n'a aucun intérêt. C'est pas que ça n'a aucun intérêt, c'est qu'en fait, vos destinataire, votre futur employeur n'est pas intéressé par ce message-là. Par contre, si vous indiquez je sais faire grandir une communauté de professionnels dans le secteur industriel grâce aux réseaux sociaux, là, il y a quelqu'un qui va lire ça et qui va dire « Ah ouais, ça c'est marrant parce que moi, j'ai une usine de biscuits, je vends à la grande distribution, je n'arrive pas à parler avec mes clients finaux. Tiens, on va peut-être échanger. » Et il faut que vous considériez que LinkedIn fonctionne. Sassia, tu vas me dire si c'est OK ou pas. Mais ça fonctionne comme en vrai, comme la vie réelle. Donc, par le biais de vos demandes de relations, de connexions, de petits messages aussi, un petit commentaire sympa sur un post, voilà, toutes les petites interactions permettent de rentrer dans un dialogue. Et ce dialogue, il commence toujours légèrement. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous postez un truc en disant « Je suis en alternance, il me faut un contrat pour dans 15 jours, sinon je vais me retrouver à la rue », là, vous faites peur aux gens. Ça ne sert à rien. Par contre, si vous montrez comme vous êtes intéressé par un sujet et que vous établissez une communication, cette conversation, elle peut être fructueuse. Sassia, à l'aise avec LinkedIn ou pas? J'avais un compte, ça fait un moment et après je l'ai arrêté. Ça fait pas longtemps que je l'ai... Bon, 2-3 mois, je dirais. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Sassia? Donc, en gros, tu prends un post-it et tu mets réactiver mon compte LinkedIn et indiquer quelles compétences ou quel métier avec un grand M ou quel résultat vous savez atteindre sur votre profil. Vraiment. Vraiment. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui intéresse votre futur employeur. Si, Sassia, par exemple, toi, tu fais de l'intelligence artificielle, il y a un domaine que tu connais spécifiquement? Oui, bien sûr. Disons, à tout ce qu'on a été formé, que ce soit le machine learning, le deep learning, voilà, on a pas mal de Python, base de données, etc. Donc, en plus de... Et ben voilà, il faut indiquer ça de manière très claire et certains n'hésitent pas à mettre dans leur profil LinkedIn à la place du métier, au lieu de mettre « je cherche une alternance » ou de mettre plombier zingueur, de mettre je vous aide à comprendre vos historiques commerciaux grâce à mes outils d'analyse de données. Et ça, c'est un truc. Alors, je pars sur une piste qui est probablement à côté de la plaque pour l'essentiel d'entre vous, mais très nombreuses sont les entreprises qui ne savent pas exploiter leur historique de vente. Les e-commerçants le font. Les marchands, les commerces de proximité ne le font pas. Il y a un tas de PME qui ont besoin de ce service, de quelqu'un qui est capable de prendre toutes les données et de les analyser.
et de leur expliquer pourquoi à tel moment tel produit se vend ou quel est le profil des clients idéaux. Enfin, Sassia, j'essaye de trouver une idée qui est proche de cette question de la data. Mais soyez expressif sur votre profil LinkedIn et demandez des contacts, beaucoup. Là aussi, j'ajoute à ce que je viens de dire par rapport au développement de votre réseau, vous pouvez demander plusieurs dizaines de contacts par jour pour étendre votre réseau. Et votre réseau s'étendra si votre profil LinkedIn est attractif. Ça veut dire une photo qui parle, une photo professionnelle, pas la photo avec un verre de rosé sur la terrasse, une photo professionnelle, un descriptif des services que vous pouvez rendre, des informations sur votre parcours professionnel. Et si vous demandez une mise en relation, les gens se mettront en relation avec vous. Voilà, ça c'est le conseil développement du réseau. Et après, en physique, il y a les événements physiques, et ça va revenir. Alors, on a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. Très bien, merci. Avec 1, 2, plaisir. 3, 4. 1, 2, 3, 4, oui. Je teste mon micro, pardon. Mais Pierre-Étienne, tu as probablement une question. Si ton micro marche. J'ai toujours des problèmes de micro. Moi, c'est l'enfer. Mais ça marche, hein? Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Alors, dis-moi, Pierre-Étienne, tu es en quelle formation ou quelle alternance? Développeur IA aussi. D'accord. Avec Sassia? Oui, tout à fait. Et donc, nous faisons partie des 3, comment est-ce qu'on dit? Je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, des seniors, on va dire, de la promotion. Et je voulais rebondir effectivement sur l'âge, en fait, par rapport à la réflexion de, comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. 30 ans, c'est un âge où il faut, où on se pose des questions, en fait. Et je rebondis en fait sur une chose assez importante, c'est vraiment le réseau. Mais là où je suis un petit peu d'accord avec vous, Vincent, c'est que on parle beaucoup de réseau LinkedIn, réseau virtuel, mais on oublie complètement aussi le réseau personnel et humain. C'est les suites de personnes qu'on va rencontrer dans la vie, on va parler de ce qu'on fait, on va essayer de leur faire passer en fait l'espèce de passion qu'on a, et au fur et à mesure, on est vraiment dans l'humain. Et pour la petite histoire, on est de la même année, Vincent. Mais moi, je suis de fin d'année. D'accord. Non, mais alors, merci, parce que c'est tout à fait pertinent. L'intérêt, la passion, l'investissement personnel sont en fait des clés qui sont super importantes. Pour 2 raisons, si on voulait analyser le truc. D'abord, je vais vous dire un truc en tant que recruteur. Plus le temps passe, plus ce que je constate, c'est une approche qui est très biologique, qui est très animale des relations entre les gens. Il arrive qu'on ressente une amitié ou une inimitié immédiate avec un candidat, un talent, quelqu'un avec qui on doit travailler. Vous savez très bien comment ça se passe. On se retrouve à une réunion, il y a 2 échanges et on se dit, tiens, là, on se comprend. Voilà, ça fonctionne. Et ça, quand vous devez recruter, quand vous êtes le recruteur, il faut bien penser que le recruteur en face de vous, il est plus stressé que vous très souvent. Parce que s'il vous fait un contrat de travail, s'il s'engage pour une durée, ça lui coûte de l'argent, mais surtout, il va devoir cohabiter, il va devoir travailler avec vous pendant des mois, des jours, des mois, des heures, parfois un temps supérieur à ce qu'il passe à la maison. Et il a envie de se sentir confortable. Donc ça, c'est vraiment le côté le plus simple. D'autre part, on est presque toujours en compétition sur un job. Et quitte à choisir quand il y a un doute, on va prendre la personne qui est la plus investie, celle qui pense au sujet, au job, en se réveillant le matin et en prenant son café. Donc, ce sont 2 points qui ne remplacent pas tous les autres. Attention, hein, ça ne remplace pas les résultats, les preuves de compétences et tout ça. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est Pierre-Étienne, tu es passé où? Mais je suis là. Alors, ok. Je suis là.
Il est là, Pierre-Étienne. Ouais, merci. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est au travers de son réseau perso aussi, amical, familial, qu'on peut faire passer le message. Les mises en relation. Alors, j'ai des étudiants une année qui ont râlé parce qu'ils parlaient de piston. Ils disaient oui, mais monsieur, développer son réseau, c'est du piston. Bon, écoutez, oui, ça existe. Mais il ne faut pas toujours voir le côté négatif. Son réseau personnel est un vecteur important pour débuter la conversation. Même si parfois les gens de l'entourage familial ou amical ne comprennent pas du tout quel est notre boulot, mais vraiment pas du tout, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, et puis il faut parler, il faut discuter, il ne faut pas hésiter. Voilà, merci Pierre-Étienne. Oui, mais c'est exactement ça. On va parler en fait autour de soi, mais même dans des soirées, même dans n'importe quoi. Mais voilà, Comme exactement. je répète, j'ai eu moi mon premier métier, je suis parti travailler dans l'offshore pour la Comex, dans le pétrole, mais la personne que j'ai rencontrée, c'était en boîte de nuit. Donc c'est juste, et je savais même pas. Et donc par rebond, on ne sait pas à qui on parle et on ne sait pas qui connaît qui et qui va recommander, donner un numéro de téléphone. Bon, voilà, c'est la différence. Enfin, c'est complémentaire. Quel est le complément de l'autre par rapport aux réseaux sociaux? C'est ça. Où, c'est ça. il ne faut pas oublier ce côté, on ne sait pas qui connaît qui. Exactement. Et pour l'anecdote, je vous dirais qu'il y a 25 ans, j'ai connu une période de chômage qui était difficile à vivre. J'avais des petits-enfants et j'ai eu tendance vraiment à rester enfermé chez moi. Et j'ai trouvé un job à la fête de l'école en retournant des saucisses. Mon voisin de barbecue m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais machin ?» Je lui ai parlé. Une semaine plus tard, j'étais dans son bureau pour un rendez-vous tout à fait professionnel. On ne retournait plus des saucisses. On regardait le plan de développement pour son service. Et je suis parti en vacances avec un contrat de travail dans la poche. Donc, du 15 juin au 1er juillet, j'ai trouvé un job. Je suis parti en vacances avec le sourire. Donc, oui, Pierre-Étienne, tu as bien raison. Mais encore une fois, le recrutement, c'est une conversation. C'est hyper important. Allez, Caroline, Anthony, on l'a déjà vu, Lavinia aussi, Serge, Dan, Roger, à vous. Vous faites votre timide, c'est ça. Tom, Violet. Allez. Ne me dites pas que vous n'avez pas d'autres sujets parce qu'il y en a 1000 des sujets. Personne n'a parlé de la lettre de motivation. Et ça, c'est pas bien. Hein. Bonjour. Ah bien justement, on peut en parler. Je suis désolée, j'avais des problèmes de connexion instable avec Internet. C'est pas grave. Alors Virginie, explique-nous. Si tu permets, eh bien, c'est la partie la plus compliquée pour moi, c'est de parler de l'entreprise. Ah oui, et donc j'ai obtenu mon titre de développeur web il y a quelques mois et je cherche une alternance pour faire le bachelor en ingénierie des logiciels. D'accord, donc une alternance pour cette période d'études bachelor. Oui, pour bachelor avec le CESI, bachelor responsable en ingénierie des logiciels. D'accord. Donc, alors là, tu dis, je cherche une alternance. Si tu transformes ça en quel est le poste que tu cherches à occuper, à quel endroit, ça donne quoi? Alors, ça serait développeur web. D'accord. Développeur web sur un périmètre technologique qui est lequel? C'est du PHP, du C++? Alors, sur quel domaine? PHP Symfony. OK, PHP Symfony. Avec un degré d'expertise qui est lequel? Il y a un titre professionnel, ça correspond à peu près à un bac+2. C'est un titre. Donc, ça signifie que tu es autonome sur une partie d'un projet de développement? Autonome, ça serait un grand mot parce que l'année dernière, c'était une partie assez compliquée. J'ai cherché, on devait faire dans notre cursus 2 stages. Et il y a eu, nos 2 stages sont tombés pendant les périodes de confinement. Et
Et ça a été, j'ai pas eu vraiment, on va dire, des stages en entreprise. J'ai fait des sites internet pour des associations et pour une artiste, mais je n'ai pas eu véritablement de stage en entreprise. D'accord. Donc, en fait, dans les résultats que tu as déjà obtenus, les réalisations que tu as déjà pu faire, qu'est-ce que tu peux décrire en 3 mots, là, comme j'ai dit tout à l'heure, entre l'équipe, le budget, le délai? Qu'est-ce que tu as déjà comme résultat? J'ai 2 sites qui sont en ligne. C'est ça mon D'accord. résultat. Qui ont été faits en combien de temps? Ah, en combien de temps? 3 mois. Enfin, peut-être un peu moins. Le premier était from scratch et j'avais peut-être 2 mois et demi de développement, on peut dire au tout début. Donc, j'ai mis 3 mois pour faire un site from scratch. D'accord. En solo ou avec de l'aide? En solo. Les 2 sont en solo. Et l'autre, j'ai peut-être mis 1 mois et demi en symphonie. 1 mois et demi. Ce sont des sites, on va dire vitrines. Enfin, D'accord. voilà. Donc, tu peux dire que comme résultat, tu as déjà monté 2 sites en quelques semaines ou en quelques mois avec tel ou tel techno. Ça, c'est des résultats que tu as déjà obtenus sur ton job de dev. Oui. OK. Donc, là, la manière dont je suis en train de tourner les choses qui peut correspondre à ta manière de te présenter, c'est que tu cherches un poste de dev PHP Symfony, c'est ça? Oui. Avec une première expérience? Enfin, oui. C'est pas en entreprise, Oui. mais oui. Oui. Oui, avec 2 une première expériences. expérience dans la région d'Aix-Marseille. Oui. OK. Pour poursuivre ta formation en bachelor. C'est ça. Responsable. Enfin, ce qui correspond. Oui. Au rythme, pardon, je poursuis. En fait, que ce soit pour faire un pitch ou une lettre de motivation, un pitch, c'est-à-dire que là, devant le buffet, en discutant avec quelqu'un pour lui présenter la situation en 20 secondes, ou pour faire une lettre de motivation qui ne soit pas barbante, Ouais. le début, il commence par D, c'est ton désir professionnel, c'est ton projet. Ton D'accord. désir professionnel, c'est un poste de dev. Ce n'est pas une alternance, hein, c'est un poste de dev. Même junior, c'est un poste de dev. De dev quelque chose, PHP, je ne sais pas quoi, CSS, tout ce que tu veux. Éventuellement, dans tel type d'entreprise, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être une entreprise industrielle, ça peut être une entreprise commerciale, ça peut être une entreprise de service. Tu vois. Si c'est en milieu hospitalier, par exemple, il y a des logiciels qui sont plus ou moins répandus. Donc, c'est vraiment d'écrire ton projet professionnel à tel ou tel endroit. Ça, c'est la première partie de ton pitch, c'est-à-dire même si ça se passe dans un ascenseur ou devant le buffet ou dans une lettre de motivation, c'est « Bonjour, je veux être développeur PHP en secteur hospitalier vers Aix-Marseille ». Ce n'est pas une alternance. En fait, alternance, ça vient derrière. La personne, ce dont elle a besoin, la personne qui recrute, ce dont elle a besoin, c'est quelqu'un qui l'aide à accomplir la mission qu'elle a à confier. Je le dis à tous ceux d'entre vous qui nous écoutez là, la question de l'alternance est importante, elle est même essentielle. Mais pour la personne que vous avez en face de vous, la personne est préoccupée. En arrivant au bureau le matin, elle se dit « j'ai besoin d'un coup de main sur ceci ou sur cela ». Il y a 5% d'abbés Pierre dans le tas qui veulent donner un coup de main à quelqu'un, qui se disent il y a des alternants en situation désespérée, etc. Mais il y en a 95% qui s'en fichent complètement et ce sont eux vos cibles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, donc, je vois. Annoncer la couleur précisément sur ce que je veux faire. Ça, c'est le début du pitch ou de la lettre de motivation. Ensuite, c'est mettre en avant 2 ou 3 résultats professionnels. Alors, j'en profite pour synthétiser un tout petit peu par rapport à ce que je vous dis depuis tout à l'heure sur les compétences et les résultats. Après votre désir professionnel, le désir, c'est le futur, c'est là où vous allez, c'est votre trajectoire. Le point 2 de votre pitch ou de votre lettre de motivation, c'est 3 résultats, c'est le passé. C'est comme le pitch d'un film, en fait. C'est exactement pareil. C'est le super-héros avec sa cape, il va sauver le monde. Ça, c'est la promesse du film. Et vous avez un petit flashback
il fait un bisou à son conjoint, il joue avec ses enfants et il part sauver le monde. Mais on passe un petit temps sur le passé. Là, sur le passé, les 3 résultats que vous allez mettre en avant, c'est 3 résultats clés. Dans ton cas, Virginie, tu as fait un site 1, un site 2, un site 3. Tu l'exprimes sous forme de temps, équipe, budget. Il y a une autre technique, STAR, la technique STAR, pour parler d'un résultat en 2 phrases. Et notez-le, parce qu'en fait, c'est tellement bête, c'est tellement simple à retenir. STAR, c'est très facile pour parler d'un de ses résultats professionnels. STAR, S pour situation. Donc, l'entreprise de Petit Pois du coin de la rue n'arrive plus à mettre à jour son fichier client. Ça, c'est la situation. Le T de STAR, c'est le travail. Mon travail a été de trouver une solution en tant que développeur junior. La situation, le travail. Mon action a été d'analyser le problème, d'établir un rapport avec une préconisation et de conduire les correctifs. Ça, c'est A, les actions de STAR. Résultat, 3 mois plus tard, nous avons, avec le PDG, réussi à reprendre la main sur l'enregistrement des nouveaux clients et à remonter le chiffre d'affaires de un chiffre dans le résultat, un chiffre. En 3 mois, 25% de chiffre d'affaires. Tu comprends, Virginie, il faut matérialiser ce résultat. Donc, si vous utilisez la technique STAR, vous savez expliquer des résultats en 2 phrases, en 3 phrases, ça va très, très vite. La personne qui est en face de vous se retrouve dans une situation où elle s'identifie complètement à ce que vous êtes en train de lui raconter. Ça, c'est le premier point. Vous faites place à l'empathie. Elle se dit « Ah ouais, non mais… Là, Virginie me raconte ça. Moi, mon truc, là, il ne marche pas. On va peut-être discuter ensemble. » Donc, vous alignez 3 résultats de cette manière-là dans votre pitch oral ou dans votre CV, dans votre lettre de motivation. Et vous terminez pour conclure par 3 mots-clés qui sont vos compétences. Tes compétences, Virginie, je peux te les donner. C'est de la gestion de projet. Ce n'est pas du développement en tête, c'est la gestion de projet. Ensuite, probablement, j'en sais rien, mais je fais la boule de cristal en direct. Très probablement, c'est l'analyse préalable au développement. C'est très probablement une de tes compétences, c'est celle de dépioter, de désosser une problématique et de comprendre comment on va pouvoir développer quelque chose. Ce n'est pas de le développer, c'est de comprendre où est le problème, où est la panne, où est le dysfonctionnement. Et ensuite, donc 3 compétences qui sont alignées avec les résultats. Vous terminez par est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble ou alors est-ce que tu connais quelqu'un qui cherche quelqu'un comme moi. C'est à ce moment-là qu'on glisse un petit détail perso sympa. Je suis expert en grillade de poivrons et tellement expert que c'est comme ça que j'ai trouvé mon dernier job. Je plaisante, mais c'est un truc un peu humain pour démarrer la conversation. Donc voilà, votre pitch comme votre lettre de motivation doit être quelque chose qui accroche avec du factuel, des résultats, des compétences et pas de blabla. En fait, le blabla, c'est votre ennemi. Vous devez donner des éléments incontestables. Alors Virginie, j'ai pris ton cas comme exemple. J'espère que tu vois un peu comment je propose de gérer cette situation, mais concevez bien que la personne en face de vous a un besoin, et c'est à ce besoin qu'il faut répondre en fait. Il faut commencer à discuter avec. Est-ce que tu as des cibles déjà? Tu sais un peu à qui tu peux proposer tes services? Je réponds essentiellement c'est vrai, aux offres Indeed pour les alternants. Et puis après, j'envoie des candidatures spontanées. Voilà, c'est un peu au hasard. Oui, pour le moment, c'est peut-être pas très ciblé. J'ai un profil LinkedIn. Je sais qu'il est observé. Je n'ai pas mis que j'étais en recherche d'alternance. Oui. Donc, c'est développeur web junior. Je crois que j'ai mis
peut-être que je devrais rajouter peut-être PHP Symfony dessus. Alors, il faut l'ajouter parce qu'en fait, la recherche dans LinkedIn est un point clé. C'est-à-dire que nous, quand on chasse, c'est affreux ce mot, nous, quand on cherche quelqu'un, on tape les mots-clés et effectivement, s'il est dans ton descriptif de poste, c'est quasiment du référencement naturel. Il faut que les mots-clés soient présents dans tes compétences. C'est pareil sur LinkedIn, le bloc compétences et recommandations de compétences, c'est quelque chose qu'il faut bien documenter. Il faut l'utiliser. Ah. D'accord. Ce que je viens de décrire comme pitch, donc, votre projet professionnel, c'est-à-dire c'est votre désir professionnel et le poste, le lieu que vous voulez occuper, ça, il faut l'avoir en tête dans votre profil LinkedIn. Vous devez annoncer la couleur. Vos compétences principales, il faut que ce soit dans votre profil LinkedIn. Alors, après, au hasard, tu as des moyens aussi d'utiliser LinkedIn pour trouver des pistes intéressantes. Hein. Donc là, c'est jeu de pistes, les entreprises qui publient des offres, y compris des offres d'emploi. À chaque fois qu'il y a un poste de recrutement de quelqu'un qui est expérimenté, derrière, il y a des alternants qui travaillent avec lui. C'est quasiment systématique. Donc voilà, ça, c'est des pistes. Les pistes dont on parle dans la presse aussi, ça, c'est hyper intéressant d'avoir une veille et d'éplucher la presse. Qui prend la parole sur les événements? Là, ce matin, il y avait 5 ou 6 chefs d'entreprise. C'est 5 ou 6 cibles. Donc, celui d'entre vous qui a un petit post-it, qui a noté les noms des intervenants de ce matin et qui leur envoie un petit mail en disant « Ah, vous avez été super informatif sur l'alternance. D'ailleurs, j'ai des compétences en PHP, on discute. » La moitié ne répondront pas, mais dans l'autre moitié, il va se passer des trucs. Tu vois le plan, Virginie? Oui, oui. Et puis, il va peut-être falloir qu'on… 11 minutes. Alors, je vais vous donner une autre astuce. C'est celle de ne pas vous gâcher la vie avec votre recherche d'alternance. C'est hyper important. Parce que sinon, vous vous réveillez le matin et vous êtes en… c'est pareil pour le chômage. Hein. Vous êtes chômeur ou en recherche d'alternance ou en galère d'alternance ou j'ai des étudiants comme ça, ils sont en écriture de mémoire et ça dure pendant 4 mois. Et franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter avec le présentéisme, avec la douleur au travail et tout ça, mais vraiment arrêter. Je vous le dis parce que c'est pas en ayant combien d'heures éveillées on a dans une journée. Je ne sais pas, ça dure 24 heures une journée, on dort 6 heures. Donc 18 heures de peine, c'est-à-dire en mangeant, vous pensez à ça. Non, stop. Vous vous calez une demi-heure le matin et une demi-heure le soir pour faire du LinkedIn. C'est-à-dire sur votre agenda, quand vous ouvrez votre agenda dans l'ordi, vous utilisez votre agenda. Le matin, vous mettez 30 minutes de connexion avec des profils LinkedIn qui vous intéressent dans votre recherche d'alternance. Une demi-heure le matin, une demi-heure le soir et réponse aux messages, demande de contact et messages. Vous vous mettez une demi-heure pour revoir votre pitch, parce qu'il peut changer. Vous vous programmez des plages de travail. Le reste du temps, bien sûr que vous allez y penser, mais le reste du temps, vous faites autre chose. Vous programmez sur votre journée ce que vous avez à faire, une sortie vélo, etc. Vous ne gâchez pas la vie avec votre recherche d'alternance. C'est votre attention et c'est la manière dont vous êtes concentré sur la question qui compte. Donc, surtout, faites court. Parce que quand je vous parle de STAR, situation, travail, action, résultat, il faut faire ça pour votre organisation personnelle. Quel est le résultat que vous voulez obtenir? Ce n'est pas le nombre de CV que vous envoyez qui compte. On s'en fout. Franchement, on s'en fiche complètement. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez envoyer un CV par semaine si c'est ciblé. Si ça atterrit sur le bureau de quelqu'un avec qui vous avez discuté ou dont vous avez connaissance par le biais de la concierge et qu'en lui disant bonjour le matin, elle vous a dit oui, mais mon beau-frère, il cherche un développeur PHP, il est en galère, machin, là, vous êtes gagnant.
vous pouvez envoyer 30 CV dans la nature, ça ne sert à rien. Virginie, je ne sais pas si tu es encore par là. Mais je te dis ça parce que je pense que la recherche au hasard que tu pratiques peut-être, elle est hasardeuse. Comment tu peux viser mieux? Tu t'es posé la question? Bien, je me suis inscrite dans une formation Pôle emploi, mais pour le moment, voilà, c'est peut-être le début, mais justement pour apprendre à cibler. Et pour le moment, on n'a vu que le CV, la lettre de motivation, mais j'ai pas appris grand-chose. J'ai appris plus là, maintenant, une fois que j'ai résolu mon problème de connexion Internet. Voilà. Je comprends. Bon, on va oublier les détails techniques, mais je pense que ce que tu peux retenir, vraiment, et pourtant je ne suis pas adepte du développement personnel, du Miracle Morning ou je ne sais pas quoi, l'état d'esprit dans lequel vous allez approcher des chefs d'entreprise et vous considérez votre job en alternance est fondamental. Vous ne mendiez pas. Ce n'est pas un service que vous demandez, vous offrez un service, vous avez quelque chose à proposer. Vous discutez, il n'y a pas d'enjeu. Vous discutez avec quelqu'un et puis c'est marrant, mais le hasard fait que en fait, vous allez vous rendre service mutuellement. Et surtout, envisagez cette question de trajectoire, c'est-à-dire que votre collaboration, elle peut durer peu de temps. Alors évidemment, il y a un cadre contractuel par rapport à l'alternance, mais je vous donne un exemple. Là, je viens de voir Mélodie qui travaille à la Coque. On a travaillé 2 ans ensemble. Je l'ai recrutée il y a 5 ou 6 ans. C'était une amie d'amis. Ça s'est fait entièrement par le réseau. Il n'y a jamais eu une offre qui a été publiée ni rien. Le marché caché, c'est comme dans l'immobilier. Le marché caché, c'est l'essentiel du marché. Donc, en fait, vos talents d'enquête et votre intérêt pour le job sont fondamentaux. Voilà, donc la méthode, c'est hyper important. Et surtout, économisez-vous, focalisez-vous. C'est ça que j'ai à vous dire. C'est de bien identifier ce que vous proposez. Est-ce que Virginie, tu te sens mieux pour poursuivre ta recherche? Oui, merci. Non, mais écoute, je t'en prie, mais décontracter et focaliser, ça, c'est hyper important. OK? OK. C'est l'heure. Il reste 5 minutes. Alors, on peut occuper ça avec une question. Il y a peut-être encore des questions. Merci Virginie. On parlait de la lettre de motivation. Si personne pose de questions, je vais vous parler d'un autre point qui est un point clé, qui est le CV. Et avant d'attaquer sur le CV, je voudrais dire un mot sur Pôle emploi. Pôle emploi vous propose des formations, etc. C'est hyper important de ne pas écouter les on-dit, tout ça. Pôle emploi, pour vous, c'est un atout. Vous avez des moyens qui sont à votre disposition qui sont très, très importants. Pôle emploi met ses moyens à votre disposition et ils font énormément de choses. Mais ce n'est pas parce qu'ils vous aident que vous allez perdre de l'autonomie. Il faut bien considérer que c'est vous qui drivez votre recherche. Donc ça c'est important. Ensuite, je ne suis pas toujours d'accord avec Pôle emploi. Et si je vous parle du CV, c'est parce que ce que j'ai à vous dire sur le CV, c'est ça va à rebours, ça va à l'envers de tout ce qu'on vous dit en général. Votre CV ne sert qu'à une seule chose, et moi je vous le dis en tant que recruteur, c'est à décrocher un rendez-vous. C'est à démarrer une conversation. Alors, on vous apprend à faire des CV façon dissertation. Moi, je peux vous dire, les CV qui sont efficaces sont des CV qui se lisent vraiment en 20 secondes parce qu'un manager qui recrute, même sur un poste à 100 000 € par an, il passe moins d'1 minute, il passe moins de 30 secondes à lire un CV. Il se fait une impression très, très rapidement. Et je vais vous dire ce qui manque toujours dans un CV. C'est 2 choses. C'est dans votre parcours pro des résultats. En fait, décrire un poste dans votre CV n'a aucun sens. Si vous faites des crêpes au David, on sait très bien que vous faites de la pâte et que vous la faites cuire. Si vous êtes responsable marketing, on se doute bien que vous avez un job de responsable marketing. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, si vous faites des crêpes, c'est que vous expliquiez que vous êtes capable de tenir le rush à la cabine à crêpes pour servir 200 crêpes par heure.
là, on dit, ah ouais, en face de moi, j'ai un cadre. Et si vous êtes directeur marketing, de dire qu'en partant d'une communauté de 10 personnes, vous avez réussi à avoir 10 000 personnes dans votre communauté et à organiser un événement avec un budget de 100K en 3 mois. Là, on dit, ah ouais, là, le mec, il en a sous le pied. Et donc, par les résultats dans votre parcours pro, vous n'avez pas de résultats. Ça, je l'entends tous les jours. En fait, ce n'est pas vrai. Vous avez été, je ne sais pas quoi, moi, chef scout, responsable d'une association. Vous avez donné un coup de main au club de tennis au coin de la rue. Vous avez déjà participé à des projets. Donc, il faut penser à vos compétences en management et en projet, mais illustrées avec des résultats. Le deuxième point manquant dans tous les CV, c'est un paragraphe qui s'appelle « Compétences » et qui liste vos compétences sans en oublier. C'est-à-dire que, je viens de vous le dire, vos compétences en gestion de projet, en management d'équipe, en animation aussi, animer un groupe, vos vraies compétences. C'est-à-dire pas je suis sympa, j'aime travailler en groupe, machin, ça on s'en fout parce que c'est toujours faux. Des hard skills, des compétences professionnelles, vous vous posez devant une feuille de papier comme ça, vous éteignez votre ordi et vous listez, vous faites un brainstorming tout seul et vous listez tout ce que vous savez faire. Ça peut être organiser un repas pour 200 personnes, ça peut être des trucs très terre à terre, mais la personne qui lit votre CV doit trouver une douzaine de compétences et comprendre de quoi vous êtes capable. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de décrire les jobs que vous avez occupés, parce que si vous savez monter une campagne de publicité, vous le mettez dans compétences. Compétences en publicité, offline ou online. Voilà, donc votre CV doit se lire en 20 secondes, la synthèse. 1. Contact, votre téléphone et votre email. En haut du CV, pas en bas. Hein, ça fait très joli en bas, mais non, ça s'appelle un call to action. Il faut que ce soit en haut de votre CV. 2, votre parcours professionnel avec des résultats. Et 3, vos compétences. Et comme vous êtes, pour les plus jeunes d'ici, des jeunes diplômés, et que vous êtes fiers de vos diplômes, vous mettez votre partie diplôme en haut du CV et vous perdez beaucoup d'argent. Parce que si vous mettez les diplômes en haut du CV, on vous prend pour un jeune, on vous prend pour un débutant et on négocie votre rémunération à la baisse. Alors, sur une alternance, ce n'est pas très, très grave, mais sur un premier job, c'est complètement bête. Et parfois, c'est une très bonne occasion de perdre 500, 1000, 5000 euros par an parce que vous vous êtes présenté comme un débutant, comme un jeune qui débute. Donc, les diplômes deviennent très, très rapidement secondaires et vous allez presque les cacher en bas de votre CV. J'ai fait 5 minutes de CV. Merci tous pour votre participation, pour vos questions super intéressantes. Et c'est agréable de voir des sourires et de l'énergie comme ça. À bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir, au revoir. Et belle journée, au revoir. Belle journée. Allez, au revoir.